Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hillary Clinton, Donald Trump, ce devrait être l'affiche de la présidentielle américaine qui aura lieu le 8 novembre. Le républicain a remporté contre toute attente la primaire dans l'Indiana et aujourd'hui, eh bien, il est seul en course pour cette investiture puisque Ted Cruz a jeté l'éponge après la primaire dans l'Indiana et ce soir, on apprend bien que John Kasich est sur le point de faire la même chose. Côté démocrate, Bernie Sanders a remporté l'Indiana contre toute attente. Le candidat démocrate qui résiste face à Hillary Clinton, mais ses chances, il faut bien le dire, ses chances de remporter la primaire sont quasi nulles tant l'écart reste important entre les deux candidats. Alors que promet ce face-à-face Clinton-Trump? Quelle est cette Amérique qui vote aujourd'hui pour ce milliardaire américain dont personne n'aurait parié il y a un an? Cette campagne sera-t-elle féroce? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Hélène Vassilina. Bonsoir. Bonsoir, géopolitologue américaine, présidente du Conseil des experts, qui est une organisation de conseil stratégique pour les entreprises. François Clémenceau, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au service international du JDD, le journal du dimanche, et auteur de Hillary Clinton de A à Z, et c'est aux éditions du Rocher. François Durper, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Historien, maître de conférence à l'université Cergy-Pontoise, auteur de l'histoire des États-Unis pour les nuls. Et c'est c'est pas ça. Il y a l'histoire des États-Unis. Oui, il y a l'histoire des États-Unis et il y a les États-Unis pour les nuls. Et les États-Unis pour les nuls. Voilà, je mélange un peu les deux. Donc, les États-Unis pour les nuls, c'est aux éditions First, et Histoire des États-Unis, c'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France, et c'est un que sais-je? Excellent. Voilà, c'est bon là. Et puis nous allons aller à New York où on va retrouver John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick MacArthur, vous êtes le directeur de Harper's Magazine et vous êtes auteur de L'illusion Obama et c'est aux éditions Les Arènes. Et nous, on va tout de suite le dire John Rick MacArthur, comme ça c'est clair dès le départ, hein, vous êtes un fervent soutien de Bernie Sanders. Donc vous devez peut-être être un peu déçu ce soir parce que ça va quand même pas très très fort pour Bernie Sanders. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Donald Trump. C'était mardi, après son succès dans l'Indiana. Ted Cruz, je ne sais pas s'il m'apprécie ou pas, mais c'est un sacré adversaire. C'est un homme combatif et intelligent. Il a beaucoup d'avenir et je veux le féliciter. Maintenant, on va s'attaquer à Hillary Clinton. Elle ne sera pas une bonne présidente, elle sera une mauvaise présidente. John Rick MacArthur, quand même incroyable cette ascension quand même de Donald Trump sur lequel personne ne pariait il y a un an et qui aujourd'hui eh bien, est seul en piste pour cette investiture républicaine. Oui, c'est extraordinaire ce qui vient de passer, mais et moi je fais partie des gens qui n'ont pas du tout prévu sa réussite. Mais il faut dire qu'il y a toujours un parti républicain régulier qui va rejeter Donald Trump après la convention. On va jouer à être aimable, etc. Mais lors de la campagne générale, on voit déjà des républicains réguliers qui se déclarent en faveur de Hillary Clinton. Et on n'a qu'à regarder l'argent, parce que l'argent va commencer à couler vers Clinton des sources républicaines. Donc, ça sera très intéressant. C'est un phénomène très intéressant. On peut parler un peu des tactiques que Trump va utiliser contre Clinton. On va en parler, mais d'abord, je voudrais quand même faire un tour de table, justement, avec vous aussi, Hélène Vassilina, quand même, sur cette ascension de Donald Trump, qui aujourd'hui, eh bien, lui, est assuré d'être investi à la candidature, enfin, pour la présidentielle pour les Républicains, ce qui n'est pas le cas d'Hillary Clinton. Et on aurait plutôt pensé l'inverse. C'est presque acquis. Mais là, pour Trump, ce soir, on peut dire c'est acquis. C'est acquis. C'est acquis. C'est pas il encore... a plus de 1000 délégués. Ça y est, c'est acquis. Et puis, on ne pensait pas qu'il allait gagner si fortement en Indiana, puisqu'Indiana étant voué, j'ai des chiffres devant moi qui indiquent que Cruz devait gagner cet État-là qui est plus conservateur, mais Donald Trump en a pu gagner. Mais il faut voir aussi l'électorat qui a changé et puis qu'il faut considérer aussi des indépendants dans ce jeu-là. Des femmes, des hommes. Enfin, il faut regarder, on discutera certainement en détail, mais voilà, il faut considérer qu'il y a des indépendants qui vont maintenant se pencher vers soit les républicains, soit les démocrates. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'en 2012. Ils sont maintenant de 13%. Ils étaient que 8%. Et avec des élections d'Obama, vous avez des gens qui vont se pencher vers des républicains. Et il faut
faut dire que Trump, et je tiens à le souligner, est au centre. Mais ce que vous nous dites ce soir, c'est parce que nous, ça nous paraît quand même surréaliste si demain Donald Trump, parce que c'est un populiste, parce qu'il a quand même tenu des discours affreux sur les femmes, sur les musulmans, sur l'immigration. Donc nous, on voit ça d'Europe, on se dit waouh, si on a un président comme ça de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait un peu peur. Ça paraît même surréaliste, mais vous dites c'est pas impossible ce soir. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est un homme qui a réussi sa vie. Voilà, il a fait une carrière. C'est pas du goût de tout le monde, mais de ma point de vue américaine que je suis, je vois quelqu'un qui a réussi. C'est pas du goût de tout le monde, d'accord. Il a fait des gaffes, des horribles insultes tout le monde, il a insulté à tout le monde. Mais il y a rien qui lui colle à la peau. Donc il continue à avancer. Non, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que plus il fait des gaffes et plus il sort des choses, des énormités, François Clémenceau, et plus il grimpe dans les sondages. Oui, ça c'est une réalité qu'on observe depuis, en tout cas depuis le mois de février. Même si pendant tout l'automne, rappelez-vous ce qu'on disait, on disait il traduit à la perfection un discours de ras-le-bol et un discours de volonté des électeurs républicains, en tout cas de ceux qui vont voter aux primaires, de rejet de l'establishment. Donc il l'incarne à la perfection, c'est une chose. Moi j'ai écrit aujourd'hui sur mon blog à propos de Trump, j'ai dit est-ce que nous nous sommes trompés? On ne s'est pas tellement trompé sur Trump, pardonnez-moi le jeu de mots, on s'est trompé sur les électeurs qui votent Trump. C'est-à-dire que Trump ne surprend personne, c'est un acteur, c'est un homme de la télé-réalité, c'est un homme d'affaires, c'est un homme vulgaire, c'est un homme qui séduit les foules. Là-dessus, on ne s'est pas trompé sur la capacité de cet homme à séduire. Là où on s'est trompé, c'est sur le phénomène d'adhésion des électeurs qui votent aux primaires. Et ces électeurs qui votent aux primaires ne sont pas les Américains, ni même les Républicains. Ce sont des gens qui souvent votent pour la première fois. Ce sont des gens, effectivement, qui sont à la fois des électeurs âgés qui n'ont pas voté depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Ce sont des jeunes électeurs qui en ont ras-le-bol de l'establishment et qui en ont ras-le-bol de la politique traditionnelle. Et donc, ce sont des nouveaux électeurs. Et c'est forcément ces nouveaux électeurs qui n'étaient pas dans le radar des sondeurs, dans le radar des analystes électoraux. Donc, de ce point de vue-là, ça nous a échappé, j'allais dire, presque normalement. Maintenant, là où il ne faut pas se tromper, c'est de se dire, puisqu'il a réussi dans les primaires, il va réussir à l'élection générale. Parce que avoir aujourd'hui 25 à 30% de la base des électeurs républicains, sans compter ces fameux électeurs indépendants qui votent dans certaines des primaires parce que ces primaires sont ouvertes. Et donc, je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicain, mais je vais voter Trump, non pas parce que c'est un homme du centre, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est nulle part. Il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas d'idéologie, et c'est ça qui plaît. Donc, il va falloir tenir compte de ces points de vue-là, de ces spécificités-là. Et moi, j'allais dire, notre grille de lecture de la démographie électorale traditionnelle, celle des années Bush à Obama, ne vaut plus grand-chose. Or, c'est cette grille de lecture qui envoyer Hillary Clinton directement à la Maison-Blanche parce qu'elle a le vote des minorités. Aujourd'hui, il faut qu'on révise cette grille de lecture et qu'on regarde si de nouveaux électorats, si une participation très forte du côté républicain avec une discipline dans le camp républicain ne va pas ramener Donald Trump à égalité avec Hillary Clinton dans une compétition beaucoup plus serrée qu'on ne le pensait. On va en parler justement de cette campagne, mais j'aimerais qu'on voit, si vous voulez bien, ce tweet de ce téléspectateur français qui dit, et j'aimerais que vous réagissiez, François Durper, là-dessus, qui dit finalement, comment l'Amérique peut-elle voter, peut-elle se rallier, en tout cas une partie de l'Amérique, à ce personnage sulfureux, si on pouvait revoir le tweet. Alors, il y a déjà eu des surprises dans les élections primaires américaines, 1976, Jimmy Carter, même 2008, Barack Obama, certains ne l'attendaient pas au début de la primaire, mais il n'y a jamais eu de candidat à ce point anti-système, et c'est la première fois, qui gagne l'élection primaire. C'est-à-dire un candidat qui, pendant cette campagne, a fait très largement campagne contre l'establishment et contre le parti républicain. C'est-à-dire qu'il demande les suffrages et l'adhésion d'un parti qu'il critique tout au long de cette campagne. À ce point-là, ça n'est jamais arrivé. Pourquoi on s'est trompé? On s'est trompé parce qu'on n'a pas regardé ce que les Américains disaient en sortie d'urne depuis le début. Les Américains, depuis le début, les électeurs des primaires. Exactement. Les Américains républicains qui se sont déplacés pour voter aux primaires en sortie d'urne. On dit depuis le début ce qu'ils ont dit dans l'Indiana. C'est-à-dire, le chiffre dans l'Indiana, en sortie d'urne, c'est 59% des habitants de l'Indiana républicains qui disent « Nous voulons un candidat qui sort de l'establishment ». J'ai repris le chiffre... Il sort bien de l'establishment. Mais Vanessa, j'ai repris le chiffre pour faire un mea culpa collectif. J'ai repris le chiffre de l'Iowa.
C'est-à-dire le premier caucus, ils étaient 59%. C'est-à-dire qu'on a dit la même chose en janvier dernier, mais on s'est dit qu'à un moment donné, ils allaient se dire, bon, allez, l'establishment, c'est bien quand même. Eh bien, non. Depuis le début de cette élection primaire jusqu'à la fin, c'est un candidat non-establishment qui est sorti. Et là, c'est intéressant parce que ça dit ce que sera cette campagne. Là, c'est fait. C'est le début de l'élection générale. Hein. D'un côté, Hillary Clinton. De l'autre côté, c'est Donald Trump. L'affiche, maintenant, c'est terminé. C'est fini. C'est fait. On ne va pas perdre de temps. Les jeux sont faits. Alors, c'est le début. D'ailleurs, Hillary Clinton, elle le sait depuis 15 jours parce qu'elle a commencé déjà sa campagne. Hein. Une campagne, on va en parler de sa campagne, justement, tout à l'heure. Donc, pour finir d'un point, cette campagne, ça ne va pas être Ted Cruz, Hillary Clinton. C'est-à-dire que ça ne va pas être droite contre gauche, républicain contre démocrate, sur l'avortement, sur l'économie. Ça va être système, anti-système. Et c'est la première fois à ce point que les Américains auront à se prononcer sur système, anti-système. Et c'est en cela, chaque élection américaine est passionnante. À chaque fois, elle nous parle de quelque chose de différent. Et là, pour le coup, pour les sociétés occidentales, notamment européenines, c'est très intéressant parce que ce qui joue, vous savez, les fameux plafonds de verre, etc., ça joue dans nos sociétés européennes. C'est en train de se jouer déjà aux États-Unis. C'est une forme de populisme, finalement, aujourd'hui. C'est un nationalisme. C'est un nationalisme populiste. Oui, vous vouliez réagir, John-Rick MacArthur. Oui, je voulais dire, on risque vraiment de trop simplifier, là, de dire que c'est système, anti-système. Comme Bernie Sanders, Donald Trump a signalé aux petits gens blancs qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait contrecarrer le système, mais sur des sujets très précis. Libre-échange, politique étrangère agressive, trop militariste, et financement de campagne. Donc, sur ces trois sujets, il est très précis. Je ne dis pas que Trump, il n'est pas très précis. Il n'est pas très précis. America First. Excusez-moi, tout ce que vous venez de dire, il se contredit constamment. America First, ça veut dire isolationnisme en politique étrangère. Or, il définit America First par une Amérique qui intervienne à travers le monde. Donc, le contenu, il est pour le coup, il est très, très flou. Il s'est déclaré contre l'ALENA, l'accord avec la Chine, le PTT, etc. Il s'est déclaré contre l'invasion de l'Irak. John-Rick MacArthur, on laisse terminer. Et le renversement de Kadhafi. Et il se dit aussi tellement riche qu'il est en dehors de la corruption financière du système de campagne, de financement de campagne. Alors, il est très fort sur ces trois sujets. Je ne dis pas que c'est un homme bien, que c'est un homme formidable. Je dis simplement qu'il y a des raisons que les gens le soutiennent. Et ils partagent avec Bernie Sanders ces trois points en commun. Tout simplement. Vous pouvez pas mettre dans le même sac Bernie Sanders qui propose des solutions collectives politiques et de l'autre côté Donald Trump qui dit la solution c'est un homme providentiel. Suivez-moi en politique étrangère. Je comprends. Suivez-moi sur la question du protection. Mais même en économie, vous avez vu. Oui. Allez, François Durper, vous terminez. Non, simplement pour en finir, si vous regardez, vous écoutez les gens qui sont interviewés, souvent, on entend des gens dire tout simplement, si je ne peux pas voter pour Trump, je voterai Sanders, et l'inverse. Si je ne peux pas voter pour Sanders, je voterai Trump. Je n'ai pas vu encore de sondage. John-Rick MacArthur, un mot, vous justement, qui était un soutien de Bernie Sanders et qui n'ira pas, est-ce que ça veut dire, et vous détestez Hillary Clinton, on le sait ici, sur l'antenne de France 24, est-ce que vous seriez prêt à voter Donald Trump? Est-ce que vous feriez partie de cet électorat-là? Jamais. Non, c'est un loup, c'est un homme dangereux. Mais il faut avouer qu'il a touché, il a bien connecté sur ces trois sujets très sensibles dont la classe ouvrière s'intéresse beaucoup. Et c'est pas simplement des gens qui n'ont jamais voté, ce sont des gens qui ont subi une énorme désillusion sur le système parce que, justement, ils pensaient que le Parti républicain ou le Parti démocrate représentaient leurs intérêts sur ces trois points sensibles. La guerre, la politique étrangère, les accords de libre-échange et le financement des campagnes. Je vais essayer. Ils ont ras-le-bol
mais ils ont des idées. Ils ne sont pas des gens bêtes. Ils ne sont pas François entièrement Clémenceau. des gens fous. Je vais essayer de faire la synthèse entre les deux interventions qui viennent de précéder. Je pense qu'effectivement, on va assister dans cette élection à quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que oui, malgré la réconciliation qui aura lieu dans le camp démocrate à la Convention de Philadelphie, je pense qu'il y aura effectivement tout de même des électeurs de Sanders qui voteront Trump. Mais je pense également qu'il y aura des électeurs républicains qui voteront Hillary Clinton. Pas forcément parce que c'est système anti-système, mais parce qu'il y a une logique de répartition entre ce qui rassure et ce qui fait peur. Et je pense qu'il y a effectivement un nombre très important d'Américains qui ont peur du saut dans l'inconnu. La nouveauté de Trump, c'est à la fois un atout pour lui considérable. La fraîcheur, le fait que c'est le premier depuis Eisenhower à ne pas sortir du monde politique, tout ça, ça joue pour lui. Mais en même temps, ça fait peur. Ça n'est pas rassurant. Et donc, face à cela, c'est extrêmement difficile de choisir. Si vous êtes aujourd'hui un républicain modéré, et que vous voyez arriver une femme comme Hillary Clinton qui, sur bien des aspects, notamment sur la politique étrangère, est plutôt de droite, c'est assez rassurant d'aller voter Clinton. Et d'un autre côté, si vous êtes un électeur plutôt à gauche du Parti démocrate et très à cheval précisément sur l'interventionnisme ou sur le libre-échange, pourquoi ne pas voter Trump? Attention, le problème, c'est que pour moi, Trump n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Cet homme peut tout dire et son contraire, et c'est exactement ce qu'il a réussi à prouver pendant les primaires. Sur la politique étrangère, il a dit sur Israël tout et son contraire. Sur les systèmes d'alliance avec l'OTAN ou avec les pays asiatiques, il a tout dit et son contraire. Sur la lutte contre le terrorisme, il a tout dit et son contraire. Et donc, ça va être très compliqué pour un électeur républicain de faire confiance à quelqu'un comme ça qui ne sait pas finalement ou qui ne veut pas se positionner de façon ferme et définitive sur un sujet. Mais quand même. Et vous, Hélène Vassilina, vous qui avez soutenu à un moment le camp républicain, parce que vous étiez membre des Republicans Abroad ici à Paris, justement cette candidature de Donald Trump, entre Donald Trump et Hillary Clinton, vous seriez prête, vous, par exemple, à voter pour quelqu'un comme Donald Trump? Écoutez, entre les deux, tester le choléra, voilà, je prends Donald Trump. Et puis, il faut souligner que 94%, que ce soit démocrate ou républicain, ils votent dans le parti. C'est vrai. Il y a cette partie, donc il ne faut pas se leurrer que les gens ils vont changer de parti, ils vont voter pour l'un ou l'autre. On n'est pas prêt aux États-Unis de prendre la recette de Sanders qui va coûter 10 milliards de dollars et qui va élever les impôts. Les Américains ne sont pas prêts pour ça. De deux, encore une fois, les républicains votent républicains. Il y a aussi cette couloir entre les deux. Ils sont très disciplinés, 94% des deux côtés. Et il faut dire que de chaque côté, ils étaient assez contents ou moins contents, par exemple, entre 44% par exemple des démocrates et des républicains aujourd'hui qui sont contents avec leur candidat, même si vous parlez de unfavorable Trump, il y a 55%, Cruz et 52% et Kasich est plus favorable. Mais il faut voir que Hillary Clinton, après 40 ans de politique, elle rentre en 48%. Donc là, c'est les nouveaux qui rentrent. Mais oui, voilà. Donc pour dire que la favorabilité, c'est un peu négatif, certes, il rentre en politique. Hillary Clinton a eu 40 ans pour battre sa carrière sur cela. Donc, bon, les jeux, pour moi, ils sont joués déjà. Ça sera Hillary, ça sera Trump. Sanders, et on va en parler dans la seconde partie de notre débat, justement, de cette campagne. Okay. Ça sera une campagne, justement, féroce. Ils vont attaquer les uns les autres. On parlera aussi des colistiers, parce que c'est très important. Aussi, et surtout pour Donald Trump. Voilà. Ah, ben vous avez le nom des deux. On va garder le suspense. Allez, le rappel des titres. Et puis ensuite, François Durper nous donne le nom des deux colistiers. À tout de suite.